Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 17 octobre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons bientôt un nouveau service à la Coop Saint-Eugène, des zones scolaires plus sécuritaires au Témiscamingue, près du tiers des enfants seraient vulnérables dans au moins un domaine de développement, le Centre de radio-oncologie régionale entièrement fonctionnel et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. La coopérative de Saint-Eugène-de-Guigues fut créée en 2017. Cette dernière offrait au départ un service de dépanneur et de restauration sous forme de casse-croûte. Malheureusement, depuis la mi-août, le restaurant n'est plus en fonction en raison d'un manque de main-d'œuvre. Le poste de cuisinier semble difficile à combler. Cependant, un autre service verra le jour dans les prochaines semaines, soit des chambres locatives au deuxième étage du bâtiment. Le conseil d'administration recherche une solution. Il compte miser sur la préparation de plats pour emporter qui sont quand même simples et ne nécessitent pas de friture. La coopérative travaille pour établir un menu raisonnable, mettre sur place des déjeuners le dimanche et figurer quelque chose qui les sortirait du mode casse-croûte. Mylène Rimbaud, présidente du conseil d'administration de la Coop, explique qu'elle rêve d'avoir des menus du jour, mais c'est encore trop compliqué pour l'instant, étant donné que nous n'avons toujours pas trouvé de cuisinier. Elle ajoute que c'est un beau projet pour quelqu'un qui aurait un intérêt. C'est une place pour s'épanouir, faire des tâches variées pour faire rouler un dépanneur, un restaurant et les chambres en haut. Déjà, le restaurant offrait un service 7 jours sur 7. Au fil du temps, les bénévoles se sont essoufflés et l'horaire a été modifié, soit du mercredi au dimanche, de 8h à 19h30. Les habitués qui aimaient bien s'asseoir au restaurant tous les matins pour y boire un café peuvent encore profiter de ce service lorsque le dépanneur est ouvert. Si tout se passe comme prévu, dès novembre, 3 chambres individuelles seront offertes en location et les clients auront accès à des aires communes, entrée, vestiaire, cuisinette, équipées du nécessaire et salle de bain. Le conseil d'administration essaie donc de maximiser le nombre d'heures en bénévolat. Une dizaine de gens dévoués y consacrent de leur temps assez assidu. Les jeudis et les vendredis, après l'école et en soirée, ainsi que les fins de semaine, le travail est assuré à temps partiel par 3 étudiants rémunérés. Ça fait plusieurs années que la coopérative tente de se trouver une façon d'être plus stable. Le présent conseil d'administration est en place depuis 1 an et demi. Il y a plusieurs autres conseils qui se sont brûlés. Ça reste que c'est un très beau projet, mais qui est vraiment lourd pour les gens qui s'impliquent. Le conseil d'administration essaie de trouver une personne pour gérer le tout afin de se libérer et pouvoir s'acharner seulement sur les tâches reliées à un conseil d'administration. Madame Rimbaud explique que des démarches ont été entreprises auprès de la municipalité pour obtenir de l'aide, mais que la population est divisée à ce sujet. D'un côté, il y a ceux qui croient que la coop est un service essentiel pour la population et de l'autre côté, il y a ceux qui sont contre l'idée qu'une municipalité contribue financièrement à des projets de type entrepreneurial. Ville-Marie emboîte le pas à plusieurs autres municipalités de la région en imposant une limite de 30 km/h aux abords de la zone scolaire. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, souligne que cette initiative découle d'une demande. Selon Adèle Beauregard, mairesse suppléante de Ville-Marie, la commande a été effectuée et ce sont des petits gestes qui font la différence. Du côté de Notre-Dame-du-Nord, c'est une problématique sur laquelle on se penche depuis longtemps. Ici, la zone scolaire sur la route 101 a connu 17 accidents en moins de 10 ans. Les intervenants concernés ont vraisemblablement fait leur devoir. Reste à voir maintenant si les usagers de la route vont se mettre en rang. Madame Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, a annoncé jeudi à Rouyn-Noranda la création d'une direction régionale pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec.
La nouvelle direction régionale sera la 10e créée par le ministère. Madame Fréchette a mentionné que 6 postes seront créés pour accompagner les entreprises et les collectivités. Il est question notamment de conseillers en immigration régionale, en reconnaissance des compétences et en francisation, ainsi que d'agents d'aide en intégration. Selon le recensement de 2021, il y avait 2895 personnes immigrantes qui vivaient en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Par rapport au recensement de 2016, c'est une augmentation de 9,5 %. La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration assure que chaque MRC aura son répondant. Elle ajoute qu'on va travailler pour que les personnes immigrantes qui souhaitent venir au Québec fassent de plus en plus le choix de s'établir en région dès leur arrivée et qu'elles y restent également. La création d'une direction régionale était une demande de longue date. Sébastien Dastou, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, a souligné que c'est une bonne chose de voir que le gouvernement commence à décentraliser le pouvoir décisionnel. M. Dastou ajoute que les élus continuent de militer en faveur de la création d'autres directions régionales pour rapatrier du pouvoir dans les régions. D'autres projets sont aussi sur la table, notamment Panorama Québec pour le recrutement de travailleurs à l'étranger. Il indique également qu'il va falloir travailler sur un organe qui est plus terrain encore. René Dubé, président de l'administration régionale Baie-James, salue lui aussi la création d'une direction générale, mais il espère que le nord du Québec ne sera pas oublié. Il indique que c'est un premier pas vers une régionalisation des services qui est primordiale dans notre région parce qu'on est des régions ressources qui sont importantes pour le Québec, mais il faut occuper le territoire. Il a été proposé d'avoir peut-être aussi un directeur adjoint au nord du Québec parce qu'on sait que c'est un vaste territoire. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, affirme que de plus en plus de personnes immigrantes s'installent en Abitibi-Témiscamingue et c'est un grand privilège pour nous. Elles choisissent nos grands espaces qui leur offrent la nature et la qualité de vie qu'ils souhaitent. Par la suite, de concert avec nous, les acteurs du milieu et MIFI, notre rôle est de faire en sorte que notre collectivité devienne la meilleure pour y vivre à toutes ces personnes, peu importe leur provenance. Le film de Gabriel Gingras, intitulé Le temps des orages, sera présenté lors du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Il sera dévoilé dans le bloc 7 du volet principal le 31 octobre en après-midi. Il sera également projeté tous les matins du festival du lundi au jeudi au Théâtre du Cuivre, ainsi qu'en ligne dans certaines classes en Abitibi-Témiscamingue. Le film a été tourné à la baie d'Orval à Laniel au Témiscamingue. Le court-métrage de 12 minutes sera également présenté au Théâtre du Rift le samedi 4 novembre à 13h30. Ce court film d'été, incarnant toute la fraîcheur d'un air de jeunesse, se déroule au Témiscamingue et séduit par son propos charmant et le jeu des jeunes acteurs qui incarnent les petites joies et l'insécurité de l'enfance. Ce tournage est non seulement ancré dans sa région d'origine, mais aussi dans sa trame personnelle. Le scénario s'inspire de ses propres souvenirs. Tous les personnages portent d'ailleurs les véritables noms des membres de sa famille, y compris la cadette de l'histoire qui s'amuse de tout comme de rien dans un monde qui lui appartient. C'est un film sur l'importance d'apprendre à se faire confiance, mais aussi sur ce sentiment d'être paralysé face à des peurs plus grosses que ce qu'elles sont. C'est un pas vers l'avant pour grandir. C'est une invitation à ne pas manquer. Les cas de syphilis sont à la hausse en Abitibi-Témiscamingue, alors que 12 cas de cette maladie ont été déclarés dans la région depuis le début de l'année, la majorité depuis la période estivale. La Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, se dit préoccupée par la propagation de cette infection transmise sexuellement. Elle mentionne que, normalement, la moyenne des 5 dernières années des cas de syphilis infectieuse déclarés est de 2 par année.
À 12, on est à 6 fois cette moyenne et l'année n'est pas encore terminée. La docteure Omobola Sobanjo soutient que les occurrences plus nombreuses dans la communauté augmentent le risque de contracter la maladie et met, par conséquent, l'accent sur l'importance du dépistage. Souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont infectés. Ils poursuivent donc leurs activités et la plupart du temps, les symptômes disparaissent sans traitement. Ça fait en sorte que les gens, même s'ils étaient inquiets au début, après quelque temps, ils pensent que finalement, ce n'était rien. Elle fait remarquer que la maladie demeure dans le corps, ça continue à évoluer et ils peuvent continuer à la transmettre à d'autres personnes. Parmi les facteurs susceptibles de contribuer à cette hausse des infections, Dr. Sobanjo souligne notamment l'augmentation du nombre de partenaires anonymes. Ça fait en sorte que dès que quelqu'un est diagnostiqué ou informé qu'il a la syphilis, il a de la difficulté à rejoindre ses partenaires sexuels car quelquefois, ils n'ont qu'un pseudonyme, un surnom, et il n'a pas le numéro ou d'autres informations pour pouvoir les rejoindre. Si elle n'est pas traitée, la syphilis peut entraîner de graves complications touchant notamment le cœur, le foie, le cerveau ou les os. Les femmes enceintes touchées par la maladie ont pour leur part des risques accrus d'accoucher prématurément, de faire une fausse couche ou encore d'accoucher d'un enfant mort-né. Dr. Sobanjo précise que dernièrement, on commence à voir une augmentation des cas chez les femmes alors qu'auparavant, c'était davantage chez les hommes. Elle rappelle quelques précautions, avoir de bonnes pratiques sexuelles, donc éviter des relations sexuelles non protégées et éviter de partager des jouets sexuels. La spécialiste ajoute qu'en cas de relations sexuelles non protégées, consulter un professionnel de la santé pour avoir une évaluation et un test de dépistage, pas juste pour la syphilis, mais pour d'autres infections également. Elle signale que la communication avec les anciens partenaires sexuels est aussi primordiale en cas de dépistage positif. Elle indique que quand les gens constatent qu'ils ont des symptômes, qu'ils ont eu des relations sexuelles non protégées, c'est important de consulter pour avoir des tests et aussi de joindre ses partenaires pour les aviser afin qu'ils fassent aussi un test de dépistage. Originaire de Montréal, Brittany Kennel nous fait l'honneur de monter sur les planches des différentes salles de spectacle de l'Abitibi-Témiscamingue et ce, du 18 au 21 octobre prochain. La chanteuse de country visitera Rouyn-Noranda, Ville-Marie, Lassar et Amos. Ravie de son récent passage en Abitibi-Témiscamingue pour sa participation au Festival des guitares du monde, Brittany Kennel est heureuse de reprendre la route pour visiter le public témiscabitibien. Depuis quelques années, elle interprète l'hymne national pour les Canadiens de Montréal. Son spectacle « I Ain't a Saint » propose des chansons originales ainsi que des reprises de chansons d'artistes tels que Shania Twain, Sheryl Crow, Johnny Cash, Dolly Parton et Miranda Lambert. Il y a des chansons d'artistes qui pourront plaire à tout le monde. L'artiste réserve une belle gamme d'émotions pour son public témiscabitibien. Bien que Brittany ait grandi à Montréal, cette dernière s'est dirigée vers nos voisins américains pour poursuivre ses études supérieures et parfaire son écriture dans la capitale du country, Nashville. Elle a vécu à Nashville pendant 7 ans. Elle mentionne que Nashville lui a donné beaucoup d'expérience qui lui a servi au niveau de l'écriture de ses chansons et lui a aussi donné l'esprit de communauté derrière le country qu'elle recrée ici au Québec. Elle a assuré à quelques reprises la première partie de l'artiste country Matt Lang. Elle est la seule Canadienne à avoir participé à The Voice aux États-Unis. Elle mentionne que c'était une expérience inoubliable. Son passage à The Voice lui a ouvert beaucoup de portes à Montréal lors de son retour à la maison. On vous invite à venir la voir en spectacle au Rift de Ville-Marie le 19 octobre prochain à 20h. Le futur de la région sera le thème au centre des textes livrés sur scène par 16 artistes d'ici durant la 8e édition du Cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue qui aura lieu du 19 au 28 octobre 2023. Les diverses prestations auront lieu dans les villes de Rouyn-Noranda, Amos, Val-d'Or, Lassar et Ville-Marie et livrées par des artistes locaux. Le cabaret s'amorce ainsi le jeudi 19 octobre à Lassar,
où l'artiste à Mossois Samuel Larochelle foulera les planches avec Sophie Royer, Marie-Mélie Dessureau, Frédéric Fournier, Valérie Côté et Gabrielle Demers. Le vendredi 20 octobre, ce sera au tour des citoyens de Val-d'Or de pouvoir écouter les textes de Louis-Éric Gagnon, Mélanie Roberge, Pascal Langlois, Valérie Côté et Frédéric Fournier. Le microphone prendra ensuite la direction d'Amos pour le samedi 21 octobre, où les résidents de l'endroit pourront s'abreuver des textes de Pierre Labrèche, Joanie Dion, Gabrielle Demers, Valérie Côté et Frédéric Fournier. Le vendredi 27 octobre, à Rouyn-Noranda, la population pourra découvrir les mots de Vanessa Limage, Tommy Allen, Gabrielle Demers, Frédéric Fournier et Valérie Côté. La 8e édition du Cabaret des mots se conclura le samedi 28 octobre à Ville-Marie, où les artistes Mathilde Manta, Odette Caron, Alain Desrochers, Frédéric Fournier et Valérie Côté feront découvrir leurs textes. À noter que le projet du Cabaret des mots a été initié par la Mossois d'origine Samuel Larochelle, écrivain, journaliste et président d'honneur du 43e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. L'admission à ces 5 événements est gratuite. Jury Pop et Sclérose en plaques Canada, division du Québec, crée un partenariat qui permettra d'offrir des services juridiques gratuits afin de faire valoir les droits des personnes vivant avec la sclérose en plaques. Ce nouveau service s'inscrit tout naturellement dans la mission de Sclérose en plaques Canada d'offrir du soutien et des services directs aux personnes vivant avec la sclérose en plaques et celle de Jury Pop d'améliorer l'accès à la justice pour tous. Au pays, 12 personnes par jour reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques. Les personnes vivant avec la sclérose en plaques font face à des défis juridiques spécifiques en raison de leurs conditions médicales. Par exemple, elles peuvent être confrontées à des questions juridiques complexes liées à leur santé, à leur emploi, à l'assurance ou au logement. Ce service d'assistance juridique vise à répondre à ces besoins juridiques particuliers en fournissant des informations et des conseils juridiques sur mesure qui aideront les personnes atteintes de sclérose en plaques à comprendre leurs droits et leurs responsabilités. Les avocats et les notaires de Jury Pop pourront également aider les personnes bénéficiaires du service à identifier et à lutter contre la discrimination dont elles peuvent faire l'objet en raison de leurs conditions de santé. Ce service contribuera donc à assurer la dignité et l'égalité des personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Le projet est présentement en vigueur. Cette assistance juridique est disponible en droit des affaires, en droit de la famille, en droit civil et pour certaines questions liées au droit du travail, couvrant ainsi la plupart des besoins juridiques du quotidien. L'équipe d'avocats et de notaires de Jury Pop pourra offrir de l'information et des conseils juridiques à toutes les personnes vivant avec la sclérose en plaques qui en feront la demande, et ce, sans frais. En Abitibi-Témiscamingue, près d'un enfant sur 3 qui fréquentait la maternelle de 5 ans en 2021-2022 était considéré comme vulnérable dans au moins un domaine de développement. Selon les données de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, des enfants sont vulnérables dans les domaines de la santé physique, de la maturité affective, des compétences sociales, du développement cognitif et langagier et ou de la communication et des connaissances générales. Guillaume Beaulé, agent de recherche à la Direction de santé publique en Abitibi-Témiscamingue, observe une augmentation depuis le rapport de 2017. Il constate également que les garçons ainsi que les enfants qui vivent dans un milieu défavorisé sont plus vulnérables. Les informations de près de 1500 enfants de la région ont été recueillies pour l'enquête. Le taux de réponse est évalué à 94 %. Seules les données du domaine du développement cognitif et langagier sont plus élevées que la moyenne provinciale. Selon le taux de réponse, 14 % des jeunes sont moins outillés dans la région, alors que la moyenne au Québec est de 10 %. La Dr Omobola Sobanjo, directrice de santé publique par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, assure que des mesures sont mises en œuvre pour accompagner les parents, les écoles et les services de garde dans le développement des enfants.
En raison du manque de technologues spécialisés en novembre 2022, le Centre de radio-oncologie régional était incapable d'ouvrir en entier. Bonne nouvelle, voilà que le Centre de radio-oncologie régional est désormais 100% fonctionnel. Au cours de la dernière année, l'équipe du physicien et chef de radio-oncologie du centre, George Al Makdessi, a réussi à traiter ses 265 patients. Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional reconnaît que le recrutement et la rétention du personnel demeurent un défi, mentionne Mathieu Fortier, directeur adjoint des ressources humaines, et Carl Véro, représentant national en Abitibi-Témiscamingue de l'APTS, plus précisément l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Alors que le Centre de radio-oncologie soufflera sa première bougie d'ici quelques semaines, une profonde fierté habite George Al Makdessi. Une école peut représenter beaucoup de choses. Un lieu d'apprentissage, un lieu de croissance, un lieu de socialisation entre amis. Pour beaucoup, c'est un environnement positif et sûr. Pourtant, bien trop souvent, ce n'est pas ce que vivent réellement les élèves canadiens. La Semaine nationale de la sécurité scolaire se déroule cette année du 17 au 23 octobre et le Conseil canadien de la sécurité désire rappeler aux Canadiens qu'il est de notre responsabilité de protéger les jeunes dans nos écoles. Selon Sécurité publique Canada, près de la moitié des parents canadiens, soit 47 %, déclarent qu'au moins un de leurs enfants a été victime d'intimidation qui consiste en des actes répétés au fil du temps qui causent intentionnellement préjudice à autrui dans le cadre d'un rapport de force déséquilibré. Bien que nous sachions que les actes d'intimidation peuvent dépasser le cadre de la cour d'école et s'implanter au travail, à la maison et partout où les gens se rassemblent pour vivre, apprendre ou jouer, l'école est souvent le premier endroit dans lequel un enfant est soumis à cette agression. La prévalence de ce comportement fait qu'il est encore plus critique que les écoles jouent un rôle de premier plan en le neutralisant dès qu'il apparaît. Gareth Jones, président-directeur général du Conseil canadien de la sécurité, déclare qu'un enfant victime d'intimidation se sent souvent isolé, en danger et seul. Les enjeux sont élevés en raison de l'effet que produit cette intimidation et c'est pourquoi nous partageons, enseignants, parents et tuteurs, voire la collectivité dans son ensemble, la responsabilité de changer la manière dont l'intimidation est perçue afin de la rendre inacceptable. Si nous y parvenons dès les premières années de la vie, nous pourrons avoir un impact positif durable qui durera toute la vie. Les signes avant-coureurs pour les victimes d'intimidation peuvent inclure, entre autres, les suivants. Anxiété et peur accrues, baisse de l'estime de soi et de l'intérêt pour des activités auparavant agréables, mécontentement, irritabilité, troubles de sommeil, blessures, y compris ecchymose et dommages à des biens matériels si l'intimidation est physique et non mentale ou virtuelle. Pour les parents et tuteurs qui cherchent à défendre les intérêts de leur enfant, voici quelques conseils. Montrez à votre enfant que vous êtes là pour lui. La confiance est d'une importance capitale dans la lutte contre l'intimidation et un enfant ne signalera pas un problème à quelqu'un en qui il n'a pas confiance pour le soutenir. Encouragez-le à vous dire s'il est victime d'intimidation. Les enfants doivent savoir que ce qu'ils ressentent est légitime et qu'ils ne devraient pas porter ce fardeau tout seul. Ne conseillez pas à votre enfant de se défendre. Dans ce genre de situation, l'agressivité se solde souvent par d'autres actes d'agression et ne fait qu'aggraver la situation. N'oubliez pas que le harcèlement est avant tout un déséquilibre relationnel. Documentez tout, notez les heures, les dates et les détails des incidents au fur et à mesure que votre enfant les rapporte. Si l'intimidation se produit par voie électronique, cela inclut les courriels, les messages instantanés, les textos et toute autre preuve de cyber-intimidation. Parlez à la direction de l'école de votre enfant. Apportez tous les documents et soyez prêts à vous asseoir et à discuter du harcèlement. Gardez à l'esprit que vous êtes le défenseur des intérêts de votre enfant et son porte-parole. La prévention de l'intimidation est un travail d'équipe.
C'est un travail de collaboration visant à créer des conditions plus équitables et à soutenir les enfants au cours des années de formation de leur vie. Faisons tous notre part pour montrer que le respect, la gentillesse et la dignité sont des valeurs fondamentales et que les agresseurs n'ont jamais gain de cause. Selon Royal Lepage, le prix des maisons devrait augmenter d'ici Noël. Dominique Saint-Pierre, vice-président directeur général de Royal Lepage pour la province de Québec, prévoit que les prix augmenteront de 8 % au quatrième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. La hausse des taux d'intérêt contraint certains acheteurs potentiels à retarder leurs projets, mais la demande reste forte. Il y a une demande de propriété présentement qui est incroyable. On parle du manque d'inventaire de façon récurrente. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, la population du Québec augmente et on a besoin de loger ces gens-là. Il n'y a tout simplement pas de propriété disponible tant dans le locatif que dans le marché de la revente. Il s'avance pour dire qu'une baisse des taux d'hypothécaire n'est pas prévue à date pour l'an prochain. Il ajoute qu'il ne pense pas qu'il va y avoir de grandes augmentations de prix au cours de 2024. Il ne pense pas que les prix vont descendre non plus. Il pense que les prix vont rester relativement stables. Le gouvernement caquiste a réduit la semaine dernière de 30 % son programme d'accès aérien aux régions. Conçu en pleine pandémie pour stimuler le tourisme dans les régions éloignées de Montréal et Québec, le programme était mal adapté et doit être repensé au lieu d'être coupé selon l'opposition et certains intervenants régionaux. Après avoir écoulé seulement la moitié de ses quelques 90 000 billets à 500 $, le gouvernement a décidé de réduire à 67 000 le nombre de billets disponibles. Quand François Bonnardel a annoncé la mise sur pied de ce programme en 2022, il disait qu'il allait révolutionner le transport aérien régional. La vérité, c'est que ce programme visait la clientèle en milieu urbain qui voulait se diriger en région. Du côté de la Chambre de commerce de Val-d'Or, on estime, tout comme l'affirme le PQ, que le programme est mal adapté et qu'il devrait être bonifié. Valérie Gourde, la présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or, croit que le gouvernement devrait revenir à la case de départ. On comprend qu'à l'origine, le programme d'accès aérien aux régions visait à stimuler le tourisme dans les régions en amenant les gens de Montréal et de Québec vers les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. Mais présentement, le gouvernement a l'occasion d'aider à développer davantage l'économie des régions en ouvrant le programme aux PME. Autre reproche que font le PQ et la Chambre au programme d'accès aérien aux régions, les liaisons passent obligatoirement par Montréal, Saint-Hubert ou Québec. Un voyageur qui va par exemple de la Gaspésie à l'Abitibi doit acheter 2 billets. Sans compter que les liaisons ne sont pas toujours synchronisées, cela fait que plusieurs préfèrent voyager par voie terrestre. Valérie Gourde affirme que le service doit être mieux adapté. En plus des liaisons qui passent par Montréal et Québec, les voyageurs sont souvent à la merci des annulations de dernière minute. Madame Gourde confirme que le service doit non seulement être amélioré, il doit être repensé. C'est un programme méconnu, il faut travailler à la fois sur la demande et sur l'offre de ce programme. Ce dernier est un premier pas vers l'accès accru à nos régions, mais il est trop restrictif. Madame Gourde mentionne que c'est un programme sous-utilisé qui devrait être bonifié au lieu d'être coupé. Plusieurs personnes qui en ont vraiment besoin pourraient profiter de ces billets à 500 $. C'est le cas des organismes sans but lucratif et communautaires qui doivent souvent se déplacer pour des colloques. Valérie Gourde estime aussi que les aéroports de la région pourraient profiter davantage de cette manne. Elle rappelle également que ce sont des infrastructures importantes pour notre vitalité économique. Le Mont-Vidéo fait peau neuve avec une nouvelle image et une campagne promotionnelle visant à se positionner comme une destination plein air, été comme hiver. À l'aube de ses 60 ans, la station de ski située à Barrault espère rejoindre une nouvelle clientèle qui dépasse celle des amateurs de sport de glisse. Ce virage survient à quelques mois de l'ouverture de sentiers de vélo de montagne au Mont-Vidéo. Fabien Garand, nouveau directeur général du Mont-Vidéo, confirme que c'est simple, on veut être la destination pour les gens qui souhaitent vivre l'expérience plein air complète.
Il ajoute qu'on a de la chance d'avoir une montagne à notre disponibilité et on veut maximiser son potentiel. Le vélo de montagne vient s'insérer pour compléter le tout, mais il y aura plusieurs possibilités à développer dans le futur. Par ailleurs, le Mont Vidéo amorce aussi un virage technologique important avec une plateforme d'achat en ligne et un système de cartes rechargeables qui permettra une meilleure gestion des accès à la montagne. M. Garand affirme que nous sommes pionniers pour une station de notre grosseur. C'est une grande vague de modernisation et on sait que les gens vont apprécier ces nouveautés. Le blocage des nouvelles par Google sur ses plateformes au Canada, annoncé dernièrement, pourrait être dévastateur pour la démocratie et l'accès à l'information au pays, s'inquiètent des experts. Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'UQAM, mentionne que ça commence à être sérieux et ça commence à être grave. On a 2 entreprises multinationales américaines qui privent les Canadiens d'informations. Après Meta, qui possède Facebook et Instagram, ce sera au tour de Google de bloquer les nouvelles canadiennes à partir du 19 décembre prochain, a annoncé l'entreprise en réaction à la loi sur les nouvelles en ligne du fédéral. Celle-ci obligera les plateformes à indemniser les médias d'information de la diffusion de leur contenu. Le blocage des nouvelles par Facebook et Instagram avait surtout fait mal aux médias d'information qui ont été privés d'une partie de leur trafic car les gens vont davantage sur ces plateformes pour avoir des nouvelles de leurs amis. Mais que Google emboîte le pas, c'est vraiment dramatique pour la population car c'est un outil qu'elle utilise beaucoup plus pour s'informer. Plusieurs se tournent vers Google pour trouver de l'information. Si Google ne la fournit plus, comment les gens vont-ils trouver l'information? Michael Newman, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, croit qu'avec la population coupée à ce point de contenu journalistique, le Canada pourrait voir sa démocratie se détériorer. Il imagine par exemple la tenue d'élections où les politiciens pourront dire ce qu'ils veulent sur les médias sociaux sans vérification de faits de journalistes. Plusieurs croient que le gouvernement devrait réviser sa loi pour qu'elle s'applique dès maintenant aux entreprises qui tentent de s'y soustraire. Mais l'objectif du gouvernement est de freiner l'érosion de la presse du Canada au profit des géants du numérique, vers lesquels les revenus publicitaires ont migré massivement ces dernières années, forçant la fermeture de centaines de médias. Le salaire minimum général de la province de l'Ontario a récemment été augmenté d'un peu plus d'1 $, passant de 15,50 $ à 16,55 $. En effet, depuis le 1er octobre dernier, ce sont plus d'1 million de travailleurs qui ont vu leur paye augmenter. Ce nouveau salaire minimum est le plus élevé de toutes les provinces au Canada. Le taux de salaire minimum particulier augmenteront également pour les catégories suivantes. Les étudiants de moins de 18 ans qui travaillent 28 heures par semaine ou moins pendant l'année scolaire, les travailleurs à domicile et les guides de chasse et de pêche et les guides d'aventure. Le drone est un nouvel outil technologique de plus en plus prisé en foresterie. C'est le cas chez Sylviculture La Vérandrie, une entreprise d'Amos, où le technicien forestier Pascal Hood a introduit le drone dans les pratiques d'inventaire forestier aérien en 2014. M. Hood raconte qu'on travaille beaucoup avec la photographie. C'est le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui prend les photos aériennes à des cycles de 10 à 15 ans selon les budgets et programmes. Il ajoute, quand on est rendu avec des photos de 9, 10, 11 ou 12 ans, on n'a plus un portrait juste de ce qui est sur le terrain. Le drone permet d'aller chercher l'image fraîche d'une situation. Au cours de la dernière année, son employeur s'est doté d'un appareil encore plus performant. Le Wingtra One Gen 2 ressemble à un avion. Il décolle à la verticale puis vole à l'horizontale. Il survole une parcelle de forêt selon un plan précis programmé par son opérateur. Mais sa particularité, c'est qu'il est muni d'une caméra multispectrale qui lui ouvre un nouveau monde de possibilités avec ses 6 capteurs qui viennent enrichir la qualité des images. Elle prend des images des longueurs d'onde que la végétation retourne de la lumière. On passe ensuite ça dans l'ordinateur au bureau.
On utilise des formules mathématiques pour faire ressortir des éléments. On peut amener les images à dire si la santé de la végétation est correcte. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'il y a beaucoup de mortalité? Est-ce qu'elle peut être affectée par un insecte ou une maladie? Tout ça va paraître dans les ondes qui ont été captées. Des logiciels permettant en effet de déterminer la hauteur des arbres, d'identifier des essences, d'évaluer l'humidité et même la présence de chlorophylle. De précieuses données souvent difficiles à réunir sur le terrain avec la pénurie de main-d'œuvre et pourtant déterminantes pour aider les ingénieurs forestiers à choisir le bon traitement sylvicole. M. Hull souligne qu'on a de la difficulté à avoir du monde pour effectuer des mandats d'inventaire demandés par le ministère. Avant de faire une intervention, il y a différentes choses qu'il faut savoir pour choisir le bon traitement sylvicole. Un peu comme chez le médecin. Le drone va nous permettre d'aller chercher de l'information qu'on n'est pas capable d'aller chercher parce qu'on n'a pas de monde pour le faire. M. Hull est bien heureux de pouvoir compter sur ce nouvel outil technologique, mais selon lui, ce n'est qu'un début. Il fait remarquer que c'est un atout, mais en foresterie, on est au début de l'ère de la technologie, de l'ère de l'intelligence artificielle. On ne se le cachera pas, les traitements qui sont faits par les logiciels, c'est de l'intelligence artificielle. Mais elle nécessite toujours une intervention humaine et il ne faut pas l'oublier. La Cour supérieure a condamné l'entreprise Rivard Assurance Générale à verser la somme de 171 463 $ à des clients en raison d'une erreur commise par une ancienne courtière. Est-ce de la responsabilité des clients de valider les détails d'une police d'assurance comme la distance d'une caserne des pompiers ou est-ce celle des courtiers? Le tribunal opte dans ce dossier pour la seconde option et condamne le cabinet de courtage Rivard Assurance Générale à indemniser 2 clients victimes d'un incendie. Les demandeurs ont sollicité les services d'une courtière en assurance en mai 2018 pour trouver une compagnie d'assurance capable d'assurer plusieurs biens, dont leur duplex situé sur un rang à Rouyn-Noranda. Leur immeuble a toutefois été détruit par un incendie dans la nuit du 31 juillet 2019. Plutôt que de leur verser une indemnité complète, leur assureur, l'Unique Assurance Générale, a réduit de près de moitié le montant de leur indemnité. La raison? Leur police d'assurance indiquait que leur duplex se situait à moins de 8 km d'une caserne de pompiers, alors que la distance réelle était de 12,1 km. L'indemnité financière reçue par les demandeurs a ainsi été amputée de 171 463 $, ce qui correspond à 44 du montant total qu'il espérait recevoir au départ. Il est facile de confondre une compagnie d'assurance avec un cabinet de courtage, mais la Chambre de l'assurance de dommages rappelle sur son site Internet les distinctions qui existent entre les deux. Les compagnies d'assurance par l'intermédiaire d'agents en assurance proposent leurs produits aux particuliers qui les sollicitent. À l'inverse, les courtiers qui œuvrent pour des cabinets de courtage agissent comme l'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré. Leur travail consiste à solliciter des assureurs afin de proposer à leurs clients des produits adaptés. Rivard Assurance Générale, aujourd'hui groupe BLP et Rivard Assurance, a notamment soutenu en cours qu'il appartient aux demandeurs de valider la conformité de la police, une interprétation rejetée par le juge Robert Dufresne de la Cour supérieure. Le tribunal estime qu'à l'ère de Google Maps, un courtier prudent et diligent vérifie de lui-même à partir de l'adresse de l'immeuble à assurer sa distance à la caserne de pompiers la plus proche. Google Maps ne dénombre pas seulement la distance en kilomètres, mais également en temps de déplacement. Le juge Dufresne croit que les demandeurs, lorsqu'ils affirment dans leur témoignage avoir mentionné à la courtière que leur duplex se situait à environ 30 minutes d'une caserne de pompiers. Voici un extrait de la décision rendue par la Cour supérieure le 2 mai 2023. Avec respect, la courtière ne paraît pas infaillible comme le sous-entend la prémisse de son témoignage. Elle paraît plutôt n'avoir pas le souci du professionnalisme lorsqu'elle répond énergiquement que la justesse de l'information transmise à l'assureur n'est pas son problème. Dans ce dossier, la responsabilité de la validité des informations inscrites dans la police d'assurance
relevait de la courtière et non des assurés, a tranché le tribunal. Rivard Assurance doit être tenu responsable de la faute de son employé. La Cour supérieure ordonne ainsi au groupe BLP et Rivard Assurance de verser à ses clients la somme de 171 463 $, soit le montant qu'ils ont perdu en raison de l'erreur factuelle inscrite à leur police. Avec la crise du logement, les entreprises qui attirent de nouveaux employés doivent faire preuve d'ingéniosité pour les accommoder. Pour les personnes sans voiture, la distance entre le logement et le lieu de travail représente aussi un obstacle. En Abitibi-Ouest, l'entreprise Les Aciers JP a mis sur place il y a quelques années un service de navette. La navette pouvant transporter 12 passagers sera bientôt remplacée par une plus grande. Avec la crise du logement, les entreprises qui attirent de nouveaux employés doivent faire preuve d'ingéniosité pour les accommoder. Pour les personnes sans voiture, la distance entre le logement et le lieu de travail représente aussi un obstacle. En Abitibi-Ouest, l'entreprise Les Aciers JP a mis sur place il y a quelques années un service de navette. La navette pouvant transporter 12 passagers sera bientôt remplacée par une plus grande. Vers 2012, la direction s'est tournée vers l'étranger, comme les Philippines et la Tunisie, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. À leur arrivée, les travailleurs n'ont pas tous trouvé un logement à proximité de l'entreprise de la Reine. Jennifer Boucher, responsable des ressources humaines, affirme que certains préfèrent se loger dans une municipalité qui offre plus de services, comme à La Sarre. D'autres habitent dans le secteur de Villebois, Valparadis et Beaucanton. Elle ajoute qu'il y a une partie de ses employés qui sont sur une liste d'attente pour avoir un logement plus près, mais on a beaucoup d'employés qui ont été chercher des maisons dans le coin de Valparadis et Beaucanton parce que justement, le prix des maisons est moins cher. Ils se déplacent plus loin et donc le système de navette est très intéressant. Madame Boucher estime que le circuit qui amène les employés pour leur quart de travail, débutant à 6h30, est d'une durée d'environ 1 heure. La navette fait le circuit inverse à la fin de la journée. Elle indique aussi que l'entreprise qui emploie une 60aine de personnes a fait l'achat de maisons pour les employés issus de l'immigration. Les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue développent leur réseau de transport collectif grâce au covoiturage, au déplacement en taxi ou à la possibilité d'utiliser le transport scolaire. La ville de Rouyn-Noranda, située à une centaine de kilomètres de la Reine, est la seule à offrir un service de transport en commun. Une très belle initiative de la part de cette entreprise. L'entrepreneur texan Chris Fisher a confirmé au téléphone avoir acheté l'immense demeure abandonnée, l'une des plus grandes au Canada, soit l'ancien manoir de Peter Grant à Hellbury, dans le Témiscamingue ontarien. Cet homme d'affaires est tombé sous le charme de la maison de 65 000 pieds carrés, située au bord du lac Témiscamingue, en visionnant des vidéos sur Internet. C'est l'entrepreneur forestier Peter Grant qui avait entamé la construction de la maison de ses rêves en 2005. La construction de l'immense demeure, plus grande que la Maison Blanche, n'a jamais été achevée en raison de difficultés financières. La propriété a été mise en vente en 2010 au coût de 25 millions de dollars, mais n'avait pas trouvé preneur. Depuis, elle est abandonnée et est régulièrement visitée illégalement par des curieux et des vandales. Au moment où il a été décidé d'acquérir l'endroit, Chris Fisher, un grand amateur de télé-réalité, s'est dit qu'il serait fascinant de documenter la rénovation du manoir à la télévision. Les producteurs et la famille Fisher voient grand pour ce projet qui pourrait débuter au printemps 2024. L'émission, qui s'appellera Mansion Impossible, pourrait durer 5 saisons. Le bâtiment a été exposé aux éléments et au vandalisme depuis 15 ans. Juste pour nettoyer le bâtiment, pour explorer la bâtisse, pour déterminer ce qui fonctionne ou non et pour sécuriser le bâtiment, ça pourrait prendre 6 mois de travail. L'émission permettra de mettre en valeur les richesses de la région, de découvrir les communautés autochtones et l'histoire du secteur. Ça donnera au monde une opportunité d'apprendre à connaître le secteur, le lac, la qualité de la pêche, les belles maisons. Il y a tellement à découvrir.
Le tribunal administratif du travail a récemment ordonné à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or de réembaucher une travailleuse qui avait été congédiée sans motif valable dans les premiers mois de la pandémie de la COVID-19, en plus de lui verser l'équivalent du salaire qu'elle a perdu au cours des 3 dernières années. L'employé a été congédié sans cause juste et suffisante en septembre 2020, environ 24 heures après avoir refusé un quart de travail de dernière minute. Elle s'est vue demander s'il lui était possible de travailler le lendemain à compter de 16h30. Impossible de se libérer pour s'occuper de ses enfants, elle suggère de commencer entre 17h15 et 17h30, une proposition repoussée par sa supérieure. La travailleuse a appris le lendemain son congédiement. L'actuelle directrice générale de l'hôtel a soutenu que le poste de la travailleuse avait été aboli et qu'il s'agissait par conséquent d'un licenciement. Elle a expliqué que les difficultés financières que vivait l'entreprise pendant la crise sanitaire justifiaient cette décision. Mais le juge administratif François Beaubien rejette cette interprétation. Facile à confondre, un licenciement advient qu'un travailleur perd son emploi pour des motifs indépendants à son rendement, comme des difficultés financières ou encore une restructuration de l'entreprise. Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, un congédiement advient à l'inverse pour des motifs disciplinaires ou lorsqu'un travailleur échoue à exécuter les tâches qui lui sont mandatées. Le tribunal est ainsi d'avis que la travailleuse a été congédiée et que son refus de travailler à plus ou moins 24 heures de préavis a servi de prétexte à cette initiative. D'autres motifs poussent le juge Beaubien à adhérer à cette conclusion, dont la précipitation à laquelle ses superviseurs ont procédé. Cependant, les dirigeants précédents de l'hôtel n'ayant pas témoigné, le tribunal ne peut apprécier le sérieux de la réorganisation administrative que l'employeur prétend avoir entreprise, pas plus qu'il ne connaît l'échéancier fixé pour sa réalisation. En fait, rien n'explique leur décision de mettre fin à l'emploi de la plaignante dès le lendemain de son refus de travailler. Le tribunal administratif du travail ordonne ainsi à l'Hôtel Forestel de réintégrer la travailleuse dans ses fonctions et de lui verser à titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement. La Cour supérieure approuve un règlement intervenu entre la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel et des personnes victimes d'agressions sexuelles entre 1940 et aujourd'hui. La congrégation est visée depuis décembre 2020 par un recours collectif intenté par le cabinet d'avocats montréalais Arsenault Dufresne Huy. Maître Justin Huy, l'un des avocats au dossier, affirme qu'il est important que les victimes se manifestent afin d'obtenir les indemnités qui leur reviennent. La Congrégation des Frères de Saint-Gabriel a administré par le passé plusieurs établissements au Québec, dont l'École Saint-Gabriel de Ville-Marie au Témiscamingue. Le montant du règlement variera en fonction du nombre de victimes. Il devrait se situer entre 9,4 et 26,9 millions de dollars. Maître Huy précise qu'environ 80 plaignants se sont enregistrés à ce jour, bien que le cabinet croit qu'il en existe davantage. Il estime que le nombre pourrait représenter au total tout près de 160 victimes. Les victimes peuvent s'inscrire au recours collectif en contactant le cabinet Arsenault Dufresne Huy au 514-527-8903 et dispose d'un délai de 3 mois pour se manifester. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.